Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Ruyssen. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés où nous allons nous intéresser au blanchiment d'argent, une pratique remise au centre de l'actualité suite à l'enquête en cours concernant Didier Reynders, mais une pratique qui surtout prend de l'ampleur dans notre pays en parallèle à l'augmentation du trafic de drogue et de la grande criminalité. Alors on va repartir des bases. Ça sert à quoi de blanchir de l'argent ? Comment s'y prennent les criminels ? Quels moyens de lutte aussi ? On va essayer d'y voir clair sur tout cela en partant tout d'abord d'un cas fictif très concret. La première, les clés. Imaginez deux frères. Ils s'appellent Marc et Yvan et ils se sont lancés depuis quelques années maintenant dans le trafic de drogue, un business illégal, risqué, mais florissant. Il génère aujourd'hui près d'1 million d'euros de cash chaque année. Le problème, c'est qu'Yvan et Marc ne peuvent pas tout d'un coup dépenser leur argent liquide à tour de bras et mener la grande vie, au risque sinon d'attirer l'attention des autorités. Ils doivent blanchir leur argent, lui donner une apparence légale alors qu'il a été gagné illégalement, afin de pouvoir l'utiliser dans les circuits de l'économie classique. Et pour cela, ils décident d'investir dans un puis deux salons de coiffure haut de gamme. Le principe de la technique de blanchiment qu'ils utilisent est simple. Leurs salons, qui ont pignon sur rue, accueillent de véritables clients, mais aussi toute une série de clients fictifs. Si une quinzaine de coupes et de soins sont réalisés sur la journée, dans la comptabilité, on va en déclarer 40. Parfois, il y a aussi des complices qui viennent juste se faire couper les cheveux, mais dans la comptabilité de l'entreprise, ils sont référencés comme des clients ayant bénéficié de soins de luxe vendus à plus de 200 € parfois. Et quasiment tout est payé en argent liquide. Résultat, cette part importante d'argent sale qui rentre dans les caisses du salon de coiffure se mélange aussi avec de l'argent légalement gagné quand ce sont de vrais clients. Tout cela entre dans les bilans de l'entreprise qui fait d'importants bénéfices. Dès lors, Marc et Yvan, propriétaires de ces salons de coiffure, peuvent empocher des dividendes, s'acheter une voiture de société qui rentre dans les frais de l'activité. Les deux salons de coiffure vont donc leur permettre progressivement de laver une bonne partie de l'argent illégalement obtenu par le business de la drogue. Mais voilà, tout cela ne suffit pas encore à écouler tout l'argent sale du trafic. Alors, Yvan et Marc vont encore développer une autre technique de blanchiment. Ils font l'acquisition d'un bâtiment à restaurer. Grâce à un dessous de table, ils sont d'ailleurs parvenus à obtenir l'immeuble à un prix inférieur au coût du marché. Ensuite, les travaux de restauration commencent et beaucoup de ces travaux sont effectués au noir, payés avec de l'argent liquide. L'espoir des deux frères, c'est de revendre ensuite le bâtiment dans 2 ou 3 ans, divisé en 4 appartements, et d'empocher 3 fois le prix d'achat, avec une transaction tout ce qu'il y a de plus transparent, cette fois, devant un notaire, et avoir ainsi sur leur compte en banque de l'argent tout blanc, tout propre, qu'ils pourront utiliser au quotidien. Bonjour Michael Dantine. Bonjour. Vous êtes professeur de criminologie à l'Université de Liège. Alors, je l'ai dit, cette histoire, elle est fictive. Marc et Yvan, dont on parle ici, ils n'existent pas. Par contre, les techniques de blanchiment qu'ils utilisent et que l'on a évoquées, ce sont des techniques de blanchiment qui existent bel et bien, Michael Dantine ? Absolument, et elles sont d'ailleurs, dans les deux cas que vous avez pris, qui sont très bien illustratifs de la problématique.
Ils sont un peu différents. Les salons de coiffure, ça demande un peu plus d'organisation, d'avoir créé des sociétés. L'immobilier, c'est un peu plus simple à réaliser, mais ce sont des circuits relativement courts et qui permettent en effet, vous l'avez dit dans la définition, de revêtir l'argent produit par des activités légales d'un vernis de légalité. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'en réalité, leurs activités légales, ils les réalisent, ils prennent des risques pour la faire, des risques pénaux, mais aussi des risques physiques parfois, dans le monde criminel. Et ils veulent en tirer un profit. Si c'est pour amasser de l'argent, notamment en cash, mais pas exclusivement, et qu'ils ne peuvent pas utiliser, ça n'a absolument aucun sens pour eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lutte contre le blanchiment de capitaux, c'est pour porter atteinte à ce profit, pour faire cesser ces activités illégales. Et puis de l'autre côté, le blanchiment va aussi leur permettre d'opacifier les liens que l'argent peut permettre de tisser entre l'activité légale et eux, parce que ce serait un moyen de preuve. Et vous l'avez bien expliqué dans les deux exemples, ce qui va un peu paradoxalement finalement blanchir les capitaux, c'est la nécessité de passer par des contrôles. Alors, dans le salon de coiffure, c'est l'impôt sur les sociétés, la création d'entreprises, les salaires, les dividendes. Dans l'immobilier, c'est le notaire qui va instrumenter la vente et l'achat d'ailleurs, et puis la banque qui va prêter à l'acheteur de bonne foi. Et en réalité, au plus on passe des contrôles anti-blanchiment, au plus on blanchit, mais évidemment, au plus on prend des risques. Et donc, il y a tout un arbitrage, si vous voulez, qui se réalise de manière plus ou moins précise et pensée selon les capacités de ceux qui blanchissent, de trouver un peu les maillons faibles ou les systèmes inconnus pour passer des contrôles et ainsi blanchir ses capitaux et parvenir, si vous voulez, à arbitrer entre ces deux logiques qui sont quelque part contradictoires, se protéger, mais aussi profiter de son argent au grand jour, parce que le but, c'est quand même de kiffer par rapport aux risques qu'on a commis, et ça, chacun selon ses envies d'ailleurs. Oui, et vous pointez quelque chose effectivement d'assez particulier, un équilibre sans doute pas simple à trouver. Il s'agit d'aller se frotter à des contrôles parce qu'on passe par, à un moment donné, le contrôle sur les bénéfices d'une entreprise ou un notaire, comme vous l'avez dit. C'est parce qu'on passe par ce biais-là qu'on va avoir ce vernis de légalité. Mais évidemment, plus on va se frotter à des contrôles, plus on prend le risque aussi, à un moment donné, d'être démasqué. Donc il y a ce subtil équilibre quelque part à construire et qui fait que souvent, ça devient des opérations complexes, variées, diversifiées, en multiples couches, pour essayer quand même, évidemment, de ne pas se faire capter quand on procède à ce genre de blanchiment, Michael Dantine. Absolument. Si vous voulez, on peut schématiser, plutôt que de penser toujours avec les yeux du régulateur, de l'État, on peut essayer de se mettre dans la peau des criminels qui doivent blanchir leurs capitaux. D'abord, ils doivent le faire parce que sinon, ça n'a pas de sens pour eux. Il y a quand même une contrainte de départ, c'est combien de capitaux, sous quelle forme, parce que là on est parti sur du cash, mais si vous faites des fraudes aux crypto-monnaies, vous allez vraisemblablement avoir des avoirs en monnaie scripturale, donc du flux, ou voire des crypto-monnaies, donc ça va être tout à fait différent. Les contrats aussi, c'est comment est-ce que j'en ai besoin, moi, au final, c'est-à-dire où est-ce que je veux faire atterrir la somme, c'est parce que si vous rentrez la somme pour la blanchir, les capitaux pour les blanchir et que vous ne parvenez pas à les retirer, c'est encore plus frustrant. Il y a aussi les aptitudes et les ressources que l'on a soi-même ou bien que l'on peut obtenir, et donc là, il ne faut pas du tout négliger la dimension de corruption. Et grâce à tout ça, on va choisir des portes, en fait, qui semblent les plus appropriées par rapport à cette double donne de départ. Les contrôles faibles ou les portes qu'on peut ouvrir en graissant la porte, c'est-à-dire en corrompant ceux qui éventuellement sont censés incarner le contrôle. Un contrôle dont il faut dire qu'il est extrêmement particulier, ce n'est pas le seul cas mais c'est relativement unique. L'État lutte contre le blanchiment de capitaux en faisant obligation de porter la lutte en première ligne à des opérateurs non étatiques, et je dirais essentiellement pour les professions financières qui sont concernées, mais aussi pour toute une série d'autres professions non financières soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, alors que ce n'est pas leur objectif. Un établissement de crédit, une banque, elle est là pour faire, dans une économie capitaliste, de l'argent, et elle se trouve avec une obligation qui va d'ailleurs lui coûter, en moyens humains, technologiques, de porter une lutte étatique. Et ça, on sait que c'est quand même une difficulté de cette lutte contre le blanchiment de capitaux, ici en Belgique et partout d'ailleurs à travers le monde. Oui, pour le dire caricaturalement, pour une banque, c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir beaucoup d'argent qui rentre, y compris de l'argent cash. On préférerait fermer les yeux, mais non, là, il y a l'imposition de devoir dénoncer cela aux autorités, ce qui, on l'imagine, peut être parfois source de dilemmes un peu compliqués. Avec nous aussi dans cette émission, il y a Louis Collard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, journaliste au pôle enquête du journal Le Soir.
des cas de blanchiment, vous en voyez passer aussi régulièrement dans les enquêtes que vous menez en tant que journaliste. On peut peut-être d'abord donner quelques exemples concrets, parce qu'ici on a parlé des salons de coiffure, on parle souvent aussi des pizzerias, c'est un peu le même principe que les salons de coiffure. On a parlé de cet enjeu d'un chantier, d'un bâtiment de construction, mais il y a plein d'autres façons de blanchir de l'argent, y compris d'autres façons parfois très, très créatives. Oui, c'est ça. Donc on peut parler de l'ORECA comme on vient de le faire. La CETIF, l'organe anti-blanchiment belge, parle plus particulièrement dans ses signalements des snacks de l'ORECA et des bars à chicha. Mais il y a d'autres moyens. Il y a des moyens qui ne sont pas spécialement plus sophistiqués. Par exemple, il y a le marché de l'art, des œuvres d'art. Expliquez-nous, tiens, ça, parce que c'est vrai que comment est-ce qu'on peut blanchir de l'argent à travers le marché de l'art ? Un bon exemple vaut mieux qu'un long discours. En France, il y a un exemple concret qui est les soupçons qui pèsent sur l'ancien ministre de l'Intérieur français, Claude Guéant, qui en 2008 a vendu 2 tableaux d'un peintre néerlandais pour la somme de 500 000 € à un avocat malaisien un peu évanescent, un peu inconnu. Or, il s'avère que ces 2 peintures ont, selon les spécialistes, une valeur maximale chacune de 25 000 €. L'enquête est toujours en cours. Il y a eu un redressement fiscal, mais il est contesté. Il va être revu au niveau fiscal et au niveau de la justice. Il y a des interrogations pour savoir si c'était pas du blanchiment lié à l'affaire des financements libyens de la campagne de Nicolas Sarkozy, dont le procès commence le 6 janvier, donc tout prochainement. Mais en tout cas, ça illustre une technique possible de blanchiment. Vous avez une œuvre d'art dont l'estimation est forcément un peu difficile à établir. Difficile à établir, hein. C'est les spécialistes qui disent ça vaut telle somme, ça vaut telle somme. Mais si vous vendez une croûte pour une somme mirobolante, vous avez de l'argent qui rentre dans vos comptes en banque de façon apparemment légale. Idem pour les montres de luxe. Alors ça fonctionne très bien pour les actes de corruption, mais l'avantage des montres de luxe, c'est un peu comme l'or d'ailleurs, c'est que ça perd très peu de valeur au fil du temps. Et c'est un petit objet qui tient dans la poche, mais qui peut représenter 10 000, 15 000, 20 000 € pièce. Et donc c'est très facile de revendre ces objets qui, au fil des années, ne perdent pas de valeur, je le disais. Et ça, on retrouve dans des dossiers concrets comme le Kazakh-gate ou le Footgate, l'opération en main propre, comme la justice belge l'a appelé, la présence massive de ces montres de luxe. Et puis il y a les techniques plus sophistiquées. Toujours pour le cash, il y a la question de l'immobilier. Et dans le Qatargate, c'est une révélation qui a un peu passé inaperçue l'année dernière dans Le Soir et aussi dans le livre que j'ai coécrit avec Joël Matriche, c'est que le couple au cœur de l'affaire est soupçonné d'avoir acheté un appartement partiellement en liquide. L'avantage, c'est que vous achetez l'appartement officiellement devant un notaire à un prix plus raisonnable, plus bas, avec de l'argent qui là vraiment est propre et qui est issu des revenus, mais vous avez un accord de gré à gré avec le vendeur, et c'est ça qui est soupçonné dans ce cadre-là, puisque 80 000 € en cash ont été retrouvés chez le vendeur de l'appartement en question. Donc ça peut être aussi un moyen d'utiliser du cash illégal. Et enfin, il y a des méthodes vraiment beaucoup plus sophistiquées. On va parler des awala, du blanchiment de compensation, là qui implique la création de sociétés fictives, de sociétés parfois dans des paradis fiscaux, etc., etc. Et là, les sommes peuvent vraiment monter. Oui, et on imagine que ça, on le construit quand on a vraiment beaucoup d'argent à blanchir et que le jeu en vaut la chandelle de faire des constructions très compliquées où il est difficile après pour les autorités de remonter le fil et de pouvoir retracer le circuit de l'argent. Ceci dit, Michael Dantine, si on parle de tout cela en ce moment, c'est aussi à cause de l'enquête qui concerne Didier Reynders. C'est des soupçons de blanchiment d'argent qui pourraient être passés par la loterie nationale. Peut-être ça aussi, on peut prendre le temps de l'expliquer. En quoi est-ce que les jeux de hasard, la loterie, les paris sportifs éventuellement aussi, peuvent être des bons moyens pour blanchir de l'argent ? Alors, je ne vais pas me prononcer sur ce dossier parce que je n'en ai qu'une vision très parcellaire et il faut le rappeler, l'intéressé ou les intéressés bénéficient de la présomption d'innocence. Les jeux de hasard en général, les casinos, c'est une vieille technique, quoi. Si vous voulez, pour schématiser,
même à la limite de la caricature, vous rentrez de l'argent dans un casino, on vous l'échange contre des jetons ou des plaques, et puis vous allez refaire le mouvement inverse, quitte même à ce que vos gains de jeu soient versés sur votre compte en banque. Puisque c'est de l'argent du casino et qu'il est soumis au dispositif, il est contrôlé, on peut estimer que c'est du blanchiment. Alors c'est pas un très bon blanchiment. Donc les casinos, c'est un peu vieux comme le monde. La loterie nationale, alors ça a été dit parce que la loterie a énormément communiqué là-dessus. Je pense qu'elle veut rassurer et donner une image aussi de dossier qui a été strictement réalisé et c'est tout à fait compréhensible. Il n'empêche que ce qui a été mis à jour, ou ce qui aurait été mis à jour, et pour la loterie, ça ne fait pas de doute. Donc là-dessus, je peux être plus péremptoire parce que c'est leur discours, c'est que auraient été achetés des e-vouchers, c'est-à-dire des codes en fait qu'on achète dans différents points de vente, vraisemblablement contre du cash, et ce code peut vous permettre de créditer du montant de l'e-voucher votre compte de jeu en ligne qui par ailleurs est lié à un compte en banque. Faisons une petite pause ici pour bien expliquer ce système qui est central dans l'enquête qui touche Didier Renders et son épouse. Il est donc possible aujourd'hui d'acheter avec du cash, dans une librairie, des e-tickets, des bons à valoir en quelque sorte, d'une valeur de 1 à 200 €. Une fois que vous avez acheté ces e-tickets, vous y trouvez un code que vous pouvez aller introduire dans votre compte joueur sur le portail de la Loterie nationale. Du coup, votre compte joueur est crédité du montant de l'e-ticket en question. Vous pouvez alors jouer cet argent dans les différents produits en ligne de la loterie. Et les gains que vous faites au départ de ces jeux, eh bien, ils sont transférables directement sur votre compte en banque. Un système qui, décrit comme tel, semble être donc une brèche possible pour convertir de l'argent liquide, sans devoir expliquer sa provenance, en argent inscrit sur un compte en banque et utilisable légalement. Et d'ailleurs, beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur la raison d'être de ces e-tickets de la loterie. On peut se poser quand même la question de la rationalité de cette pratique, parce que, à titre personnel, si je rentre avec 20 € dans un point de vente et que je veux acheter des jeux à gratter, je vais les acheter physiquement et à la rigueur, si je suis joueur, j'aurai le plaisir de les gratter. Ou si je veux jouer en ligne, puisque j'ai un compte en banque qui est lié à mon compte de jeu, je ne vais prendre les 20 € sur mon compte en banque et les verser directement sur mon compte de jeu. Et donc, cette pratique, elle est quand même très étonnante. La justification qui est donnée par la Loterie nationale dans sa communication dit c'est une décision qui remonte à 2009 que nous avons prise sous la pression de la Fédération des libraires et d'autres parties prenantes parce qu'il n'y avait pas de moyens assez conviviaux pour effectuer les dépôts sur Internet. Je pense qu'en 2024, on a quand même fait des gros progrès là-dessus. Et si l'affaire se confirme ici, eh bien, on a eu, si vous voulez, une fenêtre qui a été utilisée, puisqu'en réalité, eh bien, si on l'analyse comme ça, vous rentrez du cash dans un point de vente, il se convertit par le biais du code en avoir de monnaie scriptura sur votre compte du joueur. Donc vous avez transformé, si vous voulez, de l'argent en capitaux, pour le dire autrement. Vous jouez, puis vous rapatriez vos gains de jeu sur votre compte en banque. Alors, c'est fastidieux, par contre, il faut le dire, parce qu'il faut aller acheter ces e-vouchers, il faut jouer, il faut gratter, puisqu'on ne peut rapatrier que les gains, pas les mises que l'on a faites. Et il y a une perte quand même, parce que évidemment c'est le principe des jeux de hasard. Le grand gagnant c'est l'organisateur, quel que soit le jeu de hasard. Et donc ça veut dire aussi qu'on accepte de perdre une partie des capitaux, selon les estimations, mais c'est des lois statistiques sur des très grandes séries, environ une perte de 30 à 40, 45% sur ces jeux-là. Mais techniquement, vous passez deux contrôles, celui de la Loterie nationale, bien qu'elle bénéficie, ça aussi c'est quand même un peu étrange, d'un régime d'exemption au dispositif classique sur le blanchiment de capitaux, et le contrôle de la banque. Maintenant, on sait aussi que, visiblement, il y aurait eu dans ce cas, toujours présomption d'innocence, des virements en cash et une dénonciation de la banque à la sétif. Là aussi, évidemment, on parle là d'une technique qui est peut-être la plus basique, qui consiste comme une petite fourmi, comme une petite mule financière, à aller déposer de l'argent en cash pour le créditer sur son compte.
Un petit mot là-dessus, Louis Collard. C'est vrai que ça peut paraître étonnant, cette technique par la Loterie nationale, quand on sait qu'on peut perdre 35, 40, 45% de sa mise dans le jeu. Par contre, le fait de pouvoir convertir comme ça de l'argent liquide qu'on va déposer dans une librairie en de l'argent qui va se retrouver sur un compte en banque et avec une origine quelque part qui ne doit pas alerter les autorités, ça vaut ce prix-là, si je puis dire ? Alors évidemment, on parle ici quand même d'un cas particulier, donc je vais prendre les mêmes précautions que Michael Dantine sur la présomption d'innocence, mais j'ajouterai un élément de précision qui me semble très intéressant pour cette affaire Renders, c'est que Didier Renders et son épouse, puisqu'il s'agit d'eux, ont commencé à jouer massivement à la loterie, à acheter ces e-vouchers dont on parlait, après que leur banque leur a posé de premières questions sur ces fameux dépôts en cash au fil des années, qui représenteraient 800 000 euros sur la dernière décennie ou les dernières quinzaines d'années. Et ça, c'est intéressant parce que manifestement, il y a un changement d'attitude de la part de l'ancien mandataire qui pose quand même question. Et effectivement, est-ce que le fait que la Loterie nationale ne soit pas assujettis, comme les autres opérateurs privés de jeux, aux obligations anti-blanchiment par rapport à la CETIF, à jouer dans cette décision de commencer à jouer à la loterie. Voilà, c'est vraiment une question qui est au cœur de l'enquête. Et c'est une question que la Chambre commence à se poser, la Chambre des représentants a commencé à se poser. C'est quand même un peu particulier, ce régime d'exemption dont Michael Dantine parlait. En même temps, effectivement, il y a beaucoup de pertes. Et effectivement, sur l'année 2023, le couple Renders, qui était de loin le plus gros acheteur de ce produit des étiquettes de la Loterie nationale pendant au moins 4 ans, en 2023, ils ont perdu 40% environ de leur mise. Donc si l'enjeu est le blanchiment, en tout cas ça a un coût important, mais aussi des avantages, on l'a compris, de pouvoir convertir à un moment donné de l'argent liquide en argent qui se retrouve sur un compte en banque et alors là utilisable. Vous l'avez dit, précaution importante évidemment, présomption d'innocence, mais on parle ici aussi de la technique, parce qu'elle pourrait être utilisée par d'autres, et donc ce sont des vraies questions qui se posent aussi pour la Loterie nationale, pour son futur, pour les obligations aussi qu'elle doit respecter en matière de blanchiment d'argent. Vous avez déjà parlé tous les deux, l'un et l'autre, de la CETIF. On va se pencher justement sur cet organe qui doit normalement scruter ces transactions financières particulières pour en référer à la justice quand il y a des problèmes. Et on va prendre le temps de regarder un peu justement quel est le bilan de la CETIF et de son action ces dernières années en compagnie de Sarah Pousset. En Belgique, c'est la CETIF, la cellule de traitement des informations financières, qui est chargée de lutter contre le blanchiment d'argent. Cette autorité administrative reçoit des alertes de plusieurs organismes sur des transactions considérées comme douteuses. En 2023, la CETIF a reçu 79 200 signalements, soit presque 2 fois plus qu'en 2021 et un peu moins de 4 fois plus qu'il y a 10 ans. Ces chiffres viennent principalement des banques qui sont devenues plus vigilantes ces dernières années, mais ils viennent aussi d'une réalité criminelle, l'augmentation du trafic de stupéfiants en Belgique. Dans son rapport 2023, la CETIF constate une professionnalisation du blanchiment via de véritables structures spécialisées qui travaillent pour des réseaux criminels et leur permettent ainsi de rester dans l'ombre. Elle met en place toute une série de sociétés coquilles vides pour opacifier le trajet de l'argent. Chaque année, la CETIF transmet environ 1250 à 1300 dossiers aux autorités judiciaires. Dans la majorité des cas, ces dossiers concernent de l'escroquerie, de la fraude fiscale grave ou de la fraude sociale. Pour l'année 2023, ces dossiers représentent quand même près de 2,430 milliards d'euros suspectés de blanchiment. Un montant en hausse par rapport à l'année dernière, mais assez similaire à 2021. Mais ça, c'est pour la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire l'argent suspect qu'on arrive à suivre, parce qu'au total, en Belgique, on estime que 16 milliards d'euros sont blanchis chaque année.
Michael Dantine, le fait qu'on a des chiffres sur une longue période, en tout cas, qui sont en nette augmentation dans la lutte contre le blanchiment d'argent, ça veut dire que progressivement on lutte mieux, ou bien ça veut dire que le phénomène du blanchiment d'argent relié aux activités criminelles, aux activités de trafic de drogue, a tendance à augmenter? C'est très difficile à dire parce qu'en réalité, les statistiques de ce type-là renseignent beaucoup plus, si vous voulez, sur le fonctionnement de l'appareil qui est censé l'éradiquer, que sur le blanchiment en lui-même. Dans toute criminalité, il y a un chiffre noir qui est très important, c'est-à-dire cette part de la criminalité qui est non détectée. Dans le blanchiment, on sait que pour toute une série de raisons, notamment cette lutte déléguée dont j'ai parlé, c'est là qu'il est certainement le plus fort. Alors, au plus on fera des obligations à un ensemble sans cesse plus long, plus grand de déclarants ou de futurs déclarants, au plus on aura des déclarations. On constate, à rebours des chiffres qui viennent d'être donnés, que en réalité, la part de déclaration que la CETIF reçoit est transmise et qui est transmise au parquet, c'est-à-dire là où la CETIF estime qu'il y a matière à des poursuites, le parquet n'en poursuivra d'ailleurs qu'une partie, eh bien cette part-là, elle reste relativement constante, ce qui pourrait dire aussi que parfois on a des surdéclarations, c'est-à-dire que dans l'arbitrage qui est fait au niveau des opérateurs soumis au régime, on décide de déclarer pour ne pas prendre un risque parce qu'on engage sa responsabilité, sinon, en plus de sa notoriété. Et donc, je pense qu'il faut être très méfiant par rapport à ça. Je vous dirais, pour faire simple et court, qu'on peut partir du principe que le très gros blanchiment, celui-là, on ne le voit jamais. Louis Collard, est-ce qu'on a aussi des organes qui ont les moyens de leurs ambitions en Belgique, la CETIF notamment, parce qu'on l'a compris, c'est un phénomène d'ampleur, c'est parfois très compliqué. Plus on a affaire aussi à des réseaux criminels importants avec des très grosses sommes en jeu, c'est ce que vient de nous dire Michael Dantine, plus c'est difficile à tracer, voire aujourd'hui peut-être même presque impossible avec les outils qu'on a. Est-ce que du coup, on se donne les moyens des ambitions d'une vraie lutte contre le blanchiment d'argent en Belgique ? Là aussi, la question n'est pas évidente parce que, comme on l'explique, la CETIF se nourrit d'informations fournies par les déclarants. Notamment les banques. Notamment les banques. Et donc voilà, il faudrait poser la question à la CETIF de savoir si ces presque 80 000 signalements reçus en 2023, elle est parvenue à tous les traiter efficacement. Je n'ai pas posé la question, donc je ne vais pas y répondre à leur place. Mais il y a des signalements qui sont, je pense, faciles à vérifier, d'autres beaucoup plus difficiles. Et comme disait Michael Dantine, le nombre de passages de relais à la justice est assez constant. Donc je pense qu'on a ces moyens-là. Après, il y a la question de la répression, plus en aval, la question justement des moyens de la justice et de la police. Et là, on pourrait faire toute une émission là-dessus. D'ailleurs, peut-être que vous l'avez fait. Mais il y a des choses à dire, évidemment, en termes de nombre de magistrats spécialisés, de formation, de stratégies, les stratégies follow the money et autres, et d'enquêteurs, tout simplement, à la police. Sur la criminalité financière, ce n'est pas un secret de dire que le personnel qui travaille sur ces questions-là aujourd'hui ne cesse de crier qu'il n'a pas les moyens de faire tout ce qu'il y aurait à faire et que même ça pourrait rapporter à l'État si on se donnait plus de moyens d'aller chercher. Ça, en tant que journaliste, vous le constatez, vous le confirmez. Oui, et j'ajouterais qu'il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'il y a des réseaux de blanchiment qui sont quasiment indétectables. J'évoquais tout à l'heure le fonctionnement des AWALA. C'est un système qui fonctionne uniquement sur international, transfrontalier, sur la confiance entre dépositaires d'argent, donc d'un point A à un point B, et c'est totalement intraçable et ça échappe au secteur bancaire. Donc voilà, il y a les limites finales au système anti-blanchiment. L'occasion de rappeler aussi que l'une des clés de la lutte contre le blanchiment se situe aussi dans la coopération internationale, qui a beaucoup progressé, il faut le dire, ces dernières années, mais avec encore de fameux trous dans la raquette. Voilà, c'était les clés. Merci à Michael Dantine, professeur à l'Université de Liège, et à Louis Collard, journaliste au Soir, pour leurs précisions. À la réalisation sonore de cet épisode, Antoine Duhartz. À la préparation, Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Merci d'être fidèles aux clés. Si vous souhaitez nous écrire une adresse, lesclés@rtbf.be.